L'univers est-il fini ou infini ? Nous ne répondrons pas à cette question qui divise la communauté scientifique, mais on peut affirmer que l'univers est plein. Plein d'hydrogène. Si vous ne voyez dans cette image que des étoiles et des galaxies, sachez que l'astronome, lui, y voit des masses d'hydrogène qui lui racontent l'histoire de la création du monde. Alors l'hydrogène, c'est l'état le plus simple de la matière, donc c'est la brique de base pour tous les autres éléments, et c'est le premier élément formé dans l'histoire de l'univers. Et aujourd'hui, on sait que l'hydrogène représente de l'ordre de 80 ou un peu plus de 80% de la matière présente dans l'univers. Donc ça s'est formé dans les premiers instants après le Big Bang. Et ici, on est dans un centre de radioastronomie avec des grands radiotélescopes. Et celui qu'on a derrière moi, qui est le grand radiotélescope décimétrique de Nancy, qui a été construit au milieu des années 60, il a été construit justement pour observer, détecter l'hydrogène extragalactique, c'est-à-dire en dehors de notre galaxie, dans notre galaxie bien sûr, mais aussi dans des galaxies proches ou même lointaines. Depuis le Big Bang, d'immenses volumes d'hydrogène sont présents dans l'univers, mais pas de chance, la Terre est l'un des endroits où il n'existe pas à l'état naturel. De l'hydrogène coule pourtant quand on ouvre le robinet. Dans H2O, il y a le H d'hydrogène, le même que dans la bombe H. Les appareils de contrôle ont enregistré à 55 km les effets de cette bombe qui équivaut à 15 bombes modèle Hiroshima. Une boule de feu de 5 km de rayon a semblé naître à 3000 mètres du sol du champignon maintenant classique. Allons, le progrès poursuit sa marche. Beaucoup plus efficace que la catapulte pour détruire en masse l'humanité, l'hydrogène pourrait paradoxalement la sauver grâce à son énorme potentiel énergétique. Aujourd'hui, sa production se fait essentiellement à partir d'hydrocarbures avec un mauvais bilan carbone, mais on peut en faire avec de l'eau. Ça s'appelle l'électrolyse et en laboratoire, sur modèle réduit, ça marche très bien. On a donc deux réservoirs qui sont remplis d'eau. Et l'idée là est de convertir de chaque côté l'eau de ce côté-ci en hydrogène et de ce côté-là en oxygène. Donc on va commencer par produire l'hydrogène et l'oxygène en mettant sous tension cette cellule. Alors vous voyez les premières bulles qui apparaissent. Donc de ce côté-ci, je vais produire de l'oxygène et de ce côté-ci, je vais produire l'hydrogène. Et ce que vous pouvez voir ici, l'eau qui était dans la partie basse du réservoir est poussée par l'hydrogène et sert de bouchon, donc l'hydrogène ne peut pas s'échapper. Donc j'ai bien un réservoir. On a donc produit de l'hydrogène. Première étape, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'envoie dans cet élément essentiel de la chaîne de production qui va le transformer en électricité pour alimenter un moteur et qu'on appelle la pile à combustible. On a les sorties de courant ici et on a ici l'entrée d'oxygène, l'entrée d'hydrogène qui va circuler dans ici les 5 compartiments, donc où il y a 5 cellules pile à combustible et va ressortir ici. C'est sur ce qui se passe à l'intérieur de cette pile à combustible que les chercheurs de ce laboratoire commun au CNRS et à l'Université d'Orléans concentrent leurs recherches dans l'objectif de réduire les coûts de fabrication. On peut voir ici une des électrodes, l'électrode oxygène. L'électrode hydrogène est cachée derrière ce collecteur de courant. Et nous, on a travaillé sur les composants importants de ces électrodes que sont les catalyseurs. Et en particulier, on utilise le plus efficace des catalyseurs et le platine. Le problème du platine, c'est qu'il coûte extrêmement cher et qu'en plus, il est localisé qu'à certains endroits de la planète, en l'occurrence la Russie et également l'Afrique du Sud. Donc si on a des mauvaises relations commerciales avec l'un ou l'autre de ces pays, on risque d'avoir un défaut d'approvisionnement en platine. Et donc là, on travaille plutôt sur des éléments qui sont plus communs, comme le fer, le cobalt et d'autres éléments, le titane, le zirconium. Donc il y a des travaux qui sont partis pour utiliser ces éléments-là comme catalyseurs. L'hydrogène, énergie du futur, au commissariat à l'énergie atomique de Mont en Touraine, on y croit aussi. En aval des travaux menés par le CNRS,
ces chercheurs ont mis au point une machine qui permet d'accélérer et d'automatiser la fabrication des piles à combustible. Le but de cette machine, c'est de montrer qu'on peut aller de la recherche et développement jusqu'à l'objet échelle 1, c'est-à-dire constituer une pile à combustible. Et cette machine permet de faire plusieurs dizaines d'assemblages par jour, chose qu'on ne pourrait pas faire à la main. Donc ça permet à l'industriel de se faire une idée de ce que pourrait être son procédé de fabrication. Le CEA développe aussi d'autres éléments qu'on va retrouver dans le véhicule à hydrogène, en particulier des réservoirs, spécialement adaptés à ce type de carburant gazeux dont les propriétés sont différentes de l'essence. Alors, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est d'augmenter la quantité d'hydrogène qu'on va stocker dans un véhicule pour lui donner de l'autonomie, un véhicule à pile à combustible. Donc il faut avoir des réservoirs qui sont compacts et qui tiennent à des hautes pressions, 700 bars, et également qui soient conçus de manière sécuritaire pour ne pas mettre en danger les utilisateurs des futurs véhicules. Ils sont conçus pour résister à plusieurs milliers de cycles de remplissage. Ils sont testés en chute. Ils sont testés avec des entailles. On va venir faire des découpes sur la fibre de carbone, donc entamer la coque composite pour la fragiliser. Et on va regarder qu'elle maintient encore ses performances. Il y a des tests de pénétration. On fait du tir à la balle sur un réservoir chargé en gaz à 700 bars et il ne doit pas exploser. Il doit simplement se décomprimer. Aujourd'hui, c'est des réservoirs de mise au point qui contient quelques centaines de grammes. Ce n'est pas celui qu'on va trouver dans un véhicule. Celui qu'on va trouver dans un véhicule, c'est ce type de réservoir qui va faire une soixantaine de litres et qui tient à 700 bars également et qui permet de donner plus de 200 km d'autonomie à un véhicule. Le véhicule à hydrogène, grandeur nature, le voici, avec ses réservoirs placés près du train arrière. On a une production d'hydrogène qu'on va stocker. Imaginez avec un volume de 120 litres à peu près. Vous allez stocker 5 kg d'hydrogène et vous pourrez gagner 500 km d'autonomie. Comment on les gagne? Avec cet hydrogène, on va alimenter une pile à combustible. Celle-ci va produire des électrons qui rechargeront la batterie. C'est comme les véhicules électriques qu'on connaît, 100% électriques, mais auxquels on aura rajouté une extension grâce à l'hydrogène. En plus de ne pas rejeter de gaz carbonique, le véhicule à hydrogène présente aussi l'avantage de demander moins d'entretien mécanique qu'une voiture à moteur thermique. Un argument de plus pour séduire les constructeurs et les utilisateurs. Tout ça va monter en puissance. Évidemment, si vous regardez le réseau autoroutier, le temps qu'il a fallu pour développer toutes les stations essence dans les années 30, 40, 50, 1930, 40, 50, si on imagine le même temps, même si on l'accélère un petit peu, de toute façon, je pense sincèrement qu'il faudra 10, 20, 30 ans pour déployer vraiment une flotte de voitures à hydrogène. Mais nous, on est prêts. Au début du XXe siècle, quelques pionniers ont eu le courage de se lancer dans l'aventure automobile. Le pionnier du XXIe siècle, lui, circule dans les environs de Châteauroux. Il est l'un des très rares particuliers en France qui possède un véhicule à hydrogène. J'ai pris cette voiture pour faire un acte citoyen un peu militant quand même, parce que l'hydrogène, c'est pas facile. L'hydrogène, il n'y a pas de réseau, on est quasiment, si on a une source d'approvisionnement, on part de la source d'approvisionnement, on s'en va faire un petit tour, et puis on revient, quoi. Ici, ce qui ressort de la voiture, c'est de la vapeur d'eau et ça sort là. Voilà. Et donc, de temps en temps, on a une petite sortie de vapeur d'eau à cet endroit. Ça fait un petit pchit, c'est rien de... Donc, c'est un moteur électrique, il n'y a pas de bruit. Et puis en plus, le produit qui a servi à faire le carburant, c'est-à-dire l'eau, est redonné ici. Alors là, elle est très très pure. Faire un acte militant pour l'environnement, ça a un coût, 36 000 € pour l'achat de cette voiture. Les tarifs, ils sont un peu exorbitants aujourd'hui. Là, il y a une personne qui vous parle de l'hydrogène et qui a un véhicule. Le jour où il y aura 1000 véhicules, ce sera un petit peu plus facile. Et 1000 véhicules, ça n'a rien à voir avec l'équipement d'un pays, ça a à voir avec le sous-équipement d'une ville. Vous voyez, donc, bien entendu, les prix vont baisser beaucoup. Concrètement, non, mais chez vous, moi je me demande ce que vous proposez pour la transition énergétique. Premier élément, il faut qu'on bascule sur l'énergie hydrogène, qui est une énergie propre,
qui permet une autonomie par rapport aux batteries électriques beaucoup plus importante, avec des temps de recharge extrêmement courts. En 2020, la ville de Châteauroux devrait disposer d'une station-service hydrogène qui ne sera pas la première en centre-Val de Loire. La communauté de communes de Sorigny, en Touraine, est plus avancée. Elle a déjà investi 600 000 € dans la construction d'une station et l'achat de voitures. On a acheté 8 véhicules, la communauté de communes en a pris un, et j'ai 7 communes qui sont parties dans l'aventure et qu'on a acheté un. Tous ces véhicules seront utilisés au niveau de nos services techniques, services techniques des communes, et seront utilisés en flotte captive, c'est-à-dire qu'ils viendront tous faire le plein ici, à cette station. Sur un autre site, placé en sortie de l'autoroute A10, Sorigny et ses voisins sont en train de construire une autre station destinée aux poids lourds avec de l'hydrogène produit à partir de panneaux solaires. Parvenir à associer les énergies renouvelables et l'hydrogène, c'est l'une des clés du développement de la filière. Dans ce domaine, un site pilote est en cours d'installation en Loir-et-Cher, à Céré-la-Ronde. D'ici 2021, une filiale du gazier Engie va produire de l'hydrogène à partir de déchets végétaux et d'électricité fournie par des éoliennes. C'est une transformation d'une énergie instantanée. L'électricité, elle est produite de manière intermittente par un panneau photovoltaïque, par une éolienne. Et on ne peut pas stocker cet électron de manière simple aujourd'hui ou en grande quantité. On peut le faire dans des batteries, mais c'est sur des petits volumes. Alors que stocker cette énergie sous forme de gaz permet de le stocker en grande quantité. Donc on transforme l'électricité en gaz, soit en hydrogène, soit en méthane. Et après, ce méthane ou cet hydrogène est utilisé pour faire avancer nos voitures ou pour produire de la chaleur dans nos maisons. C'est un site expérimental et c'est en même temps un projet industriel. Si des multinationales se mettent à investir dans ce secteur, c'est qu'elles y voient un intérêt commercial en plus de l'enjeu environnemental. Nous y croyons et je pense que nous y avons intérêt de manière collective. L'intérêt également, c'est que c'est une production qui est locale, qui est ancrée sur le territoire et dont on perçoit qu'elle a une logique d'économie en circuit court qui est extrêmement pertinente pour l'avenir et pour la transition énergétique. Ces initiatives locales multiples montrent que, comme la fusée Ariane, elle aussi propulsée à l'hydrogène, la filière est en train de décoller. C'était le souhait de Nicolas Hulot, dont l'un des derniers gestes au ministère de la Transition écologique a été de réserver une enveloppe de 100 millions € pour financer un plan hydrogène.